Donc Tony, ce livre, c'est finalement l'histoire d'une vie, de votre vie. Oui, c'est l'histoire de ma vie, c'est un roman, c'est inspiré de ma vie, de mon parcours en Sicile, donc quand j'étais tout jeune enfant. Une famille nombreuse, hein, donc dans une Sicile des années 70-80, un village sous les pentes du volcan de l'Etna, qui était, disons, encore en construction. Toutes les routes n'étaient pas goudronnées, il n'y avait pas encore l'électricité au néon, il n'y avait pas le gaz de ville. Donc on dirait que c'était un village qui avait plein d'ambition et qui devait se refaire une beauté. Et c'était dans cette période-là, peut-être ici l'embrouillé, où les choses n'allaient pas plus vite que dans les autres régions d'Italie. On était 5 garçons et tous arrivaient l'un derrière les autres. Et donc on se retrouvait dans une fratrie, donc 5 garçons tout seuls avec une maman qui était en difficulté. Et donc on vivait entre nous, un peu dehors dans le quartier où tout était compétition pour s'affirmer. Parfois des jeux inconscients, à qui sauter de la plus haute branche d'un arbre, à qui sauter du plus haut toit d'une maison en construction. Donc, vraiment des jeux dangereux et inconscients, tout simplement parce que l'un devait battre l'autre. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là d'une compétition. Peut-être que je me suis déjà forgé à ce niveau-là. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent en fait de cette enfance en Sicile? Alors les souvenirs qui me souviennent, qui me reviennent avant tout, c'est cette image de ma mère qui se réconciliait avec sa propre mère et qui en l'occurrence nous savait habiller moi et mes 4 frères comme un costume un peu de dimanche avec des vêtements tout neufs et des bonnets en laine qu'elle nous avait tricotés elle-même, des jeunes, de jeunes enfants un peu plus âgés que moi et mes frères, qui sont arrivés et qui nous ont volé les 5 bonnets. Donc j'ai eu cette sensation de froid et même quelque part d'horreur où j'ai vu ma mère courir derrière pour essayer d'aller récupérer les bonnets, inutilement bien entendu. Et puis le temps a passé et quelques années plus tard, ces mêmes voleurs qu'on appelait les gitans, les bohémiens, parce que bon, c'était les éboueurs de la ville, mais c'était un peu ce nom-là qu'on leur avait donné, que sans doute n'étaient pas de vrais bohémiens, mais c'était un peu leur surnom. Et ces personnes-là, ils avaient une sorte d'association sportive, ils aimaient courir. C'était vraiment le début où les courses un peu sous la route se développaient. M'ont demandé d'aller participer, d'intégrer leur groupe et ensuite, donc si je le souhaitais, de faire la première course sur route qui avait lieu dans mon village, qui s'appelle Belpasso, c'est de ça que je parle dans le livre. Et cette course, il s'avère donc que c'était une course de côte. L'arrivée, c'était au sommet de l'Etna, à 2000 mètres. Donc il y avait un certain dénivelé parce que Belpasso était à 550 mètres d'altitude. Donc des tournants, des virages, la foule aussi. Et quand je suis arrivé au sommet, il s'avère que j'étais tout jeune, là j'avais 13 ans, et il s'avère que je suis arrivé parmi les premiers. Donc il y avait peut-être 2 seniors, 3 seniors devant, et après c'était moi qui arrivais. Et j'avais l'impression que c'était l'arrivée un peu d'un Tour de France avec toute cette foule qui m'acclamait. J'ai vu mon père, je ne sais même pas comment il a fait pour savoir que j'étais là-haut. De cette période, vous m'avez parlé beaucoup de votre mère, un peu moins de votre père. Alors, j'ai un papa, il est toujours là, que j'aime beaucoup, mais donc voilà, c'est avec son caractère, un peu le patriarche, hein, le vrai Sicilien, qui décidait un peu de tout, et même je dirais, ma des études que je devais faire. Et lui, son rêve, c'était qu'à l'issue de l'école, sans doute il avait raison, hein, il avait certainement raison, qu'il y ait vraiment de véritables débouchés. Et lui voyait que les études que je devais faire, c'était plutôt des études scientifiques. Mais je devais être en mesure, après, de continuer pour devenir ingénieur, construire des ponts. Et c'était une école forcément qui n'était pas à mon goût parce que j'étais passionné de littérature dès le plus jeune âge. Et enfin, quand à la fin de mon bac, j'avais 18 ans, je me suis inscrit à l'université, j'ai désobéi à mon père, je n'ai pas fait la faculté que lui, il désirait. Je me considérais que j'étais majeur. Et je me suis inscrit à la faculté de lettres donc à Catane. Et là, je me suis mis à rêver pour devenir demain professeur d'italien et puis être dans la littérature. Alors on en était
à cette fameuse course au sommet de l'Etna, Oui, où vous arrivez dans les premiers à 13 ans. oui. Une formidable performance. Qu'est-ce qu'elle va générer, en fait, cette performance? Alors, la performance, c'est comme je disais, je pense que le fait que, en grandissant, tout était bagarre dans le quartier où je vivais, avec les autres enfants. Quand on avait des combats, on faisait même des combats, un peu de la lutte entre nous. Et c'était de véritables concours, en éliminant l'autre, mais on en avait encore un autre à affronter, jusqu'à qu'il y ait un vainqueur. Et ça, sans encadrement. Tout était fait entre nous, entre enfants. Tout se décidait parfois avec des bagarres, hein, qui étaient sévères, qui laissaient des cicatrices. Et Est-ce qu'il y donc, avait je déjà... pense que j'ai pris cette course pour aller jusqu'au sommet de l'Etna un peu de la même façon. Mais ce qui m'a vraiment, comment dire, donc poussé à me dépasser, à aller jusqu'au sommet dès la première course, c'est qu'en doublant les autres, il y avait des phrases dans mon cœur des adultes qui me disaient, de toute façon, c'est un fou, on va le retrouver dans le fossé, mort de fatigue, etc. Et donc, alors que moi, je me sentais résister, je suis allé jusqu'au sommet pour faire une belle performance. Déjà à l'âge de 13 ans, où c'était mon premier exploit, sans que pour autant j'étais encore dans le milieu de l'athlétisme, où ça a été juste après que je suis rentré dans ce milieu-là grâce à cet entraîneur exceptionnel. Qu'est-ce qui faisait qu'en fait, il y avait cette grinta, cette volonté de gagner, cette énergie que vous aviez, vous et vos camarades? Est-ce que c'était lié à la misère, finalement, à la situation, à la misère, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais peut-être les difficultés économiques, sociales, etc., qui faisaient qu'à un moment donné, il y avait le sentiment très jeune qu'il faudrait se bagarrer pour se faire une place dans la vie? Alors oui, comme je disais, c'était la Sicile de cette époque-là, même si après derrière il y a eu des films qui ont exagéré les choses, mais je pense que il y avait comment dire, donc il y avait un besoin d'honneur qui était exacerbé chez tous les jeunes. Voilà, l'honneur avant tout, et ça a toujours été comme ça pour un Sicilien. Voilà, moi je suis le meilleur, je le reste, et je suis le meilleur non seulement par la posture, mais aussi par la force et par la victoire. Et après, il y a ce départ vers la France. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer, je présume, en Sicile. Avant le départ, qu'est-ce qui va déclencher finalement ce départ vers le nord de la France? Pas tout à fait la même température qu'en Sicile. Exactement, voilà. Exactement. Alors là aussi, c'est une histoire dans l'histoire. Hein, donc, cet enfant, il a grandi grâce à cet entraîneur qui a donné la possibilité de le faire progresser. Mais il devient un champion de l'époque. Il bat des records nationaux. Il se retrouve en équipe d'Italie. Il représente l'Italie à des compétitions internationales. C'était un enfant qui, en grandissant, en étant adolescent, il était à la recherche, mais comme tout le monde, je pense que c'est très humain, de sa première expérience amoureuse, ce manque d'affection qu'il n'avait pas dans la famille, mais il le cherchait à l'extérieur. Et c'était compliqué en Sicile, à cette époque-là, de pouvoir avoir si facilement de l'affection féminine, de trouver vraiment sa première expérience comme ça, donc avec le côté affectif. Pourquoi? Parce que c'était une Sicile où les femmes étaient d'un côté, les garçons de l'autre, enfin les filles d'un côté, les garçons de l'autre, ce qui faisait que les filles étaient beaucoup surveillées par les frères et par les parents, parce que il fallait attendre le mariage, etc. Et ce gamin, qu'est-ce qu'à travers les compétitions internationales, il rencontrait d'autres filles où c'était beaucoup plus facile. Et donc, des expériences amoureuses rencontrées plutôt à l'étranger qu'en Sicile même. Et ce qui fait que lors d'une compétition à Lille, hein, c'était ma deuxième compétition internationale avec l'équipe d'Italie, j'avais rencontré une jeune femme, hein, donc j'en parle dans le livre, qu'on s'est mis à correspondre par courrier pendant un laps de temps. Et il s'avère que un jour, quelques années plus tard, je devais faire une compétition à Paris, une deuxième compétition où j'étais sur une catégorie supérieure, le Cross du Figaro à Paris, et j'ai décidé d'aller la rejoindre à Lille justement parce qu'elle était lilloise. Et
quelques peu de temps après, mais maintenant, qu'elle avait un bébé de moi. Donc j'avais une éducation religieuse, comme je disais, c'était très compliqué de l'avouer à mes parents que j'allais être père. J'avais presque même besoin encore de mon père à 19 ans, quand j'ai appris ça, que de devenir père moi-même. Et donc j'ai pris la décision de venir en France, de tout quitter. Tous les souvenirs de toute cette enfance donc remontent, c'est un peu ce que je relate dans le livre. Et quand je suis arrivé à Lille dans le Nord, je ne savais pas déjà où j'allais dormir à la première nuit, tout simplement parce que les parents de cette jeune femme, un peu pour me punir moi et punir cette femme, il fallait qu'elle choisisse entre sa propre famille qui s'était occupée d'elle donc, pendant l'attente du bébé, et ce garçon un peu étranger sicilien qui débarquait comme ça, comme si rien n'était, 2 mois après la naissance du bébé. Et donc ils l'ont mise dehors. Et on se retrouve, moi je me retrouve arrivé à Lille, ne même pas savoir où j'allais dormir la première nuit, avec peu d'affaires, avec moi, un sac de sport. On a trouvé un logement chez un marchand de sommeil, donc dans la banlieue proche de Lille, où c'était très humide, et on s'est retrouvé les premières semaines, les premiers mois à vivre dans Saint-Audi. Hein. Et ensuite, il fallait me reconstruire, et c'est l'intégration grâce au sport, moi je dirais, qui m'a sorti un peu de cette situation très compliquée. Et je fais lire un peu dans le livre parce qu'on saisit il fallait un costume pour parler à une personnalité, à une personne importante. Donc j'ai mis le costume que mon père m'avait offert quand j'avais eu mon bac, et je suis allé voir un dirigeant d'un club. Et donc j'ai raconté mes performances. À l'époque, Internet n'existait pas, donc on ne pouvait pas vérifier si facilement. Et on m'a pris pour un charlatan, mais on m'a donné une chance. Et ce fameux dirigeant d'un grand club de Lille, il m'a dit, écoutez, montrez-nous ce que vous avez fait. Il y a une compétition dans 3 semaines, ce sont les championnats d'athlétisme du Nord Pas-de-Calais. On vous s'inscrit, vous serez hors course, mais au moins vous nous montrez quel est votre niveau. Et donc voilà, je me suis entraîné pendant ces 3 semaines qui restaient, et j'ai participé à cette course dans la boue, dans un environnement que je ne connaissais pas, parce que exactement comme vous dites, je venais d'une région chaude, hein, la Sicile, hein, le sud de la Méditerranée, et je me retrouvais dans le nord. Et effectivement, il y avait la boue, il y avait le brouillard, il pleuvait ce jour-là, et il s'avère que j'ai gagné la course. Et dès le lendemain, tous les journalistes de La Voix du Nord, ils ont parlé de cet exploit, ce qui fait qu'en très peu de temps, j'ai gagné en notoriété. Et ensuite, voilà, ça m'a facilité mon intégration. Et l'intégration, ça veut dire quoi alors? Cette intégration dans le Nord, à Lille, ça s'est concrétisé comment? Alors ça s'est concrétisé, déjà il y a eu l'organisation d'un mariage avec l'aide du club, donc ils nous ont aidés, que nous sommes même organisé la cérémonie, donc ce qui était très, très bien. La facilité à obtenir la nationalité française aussi, donc grâce à ça, et donc c'est eux qui m'ont aidé pour faire plus vite, donc en faisant des demandes aux organismes appropriés. Et ensuite, donc c'était surtout un contrat de travail, et ce contrat de travail qui était avec l'aide du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, de pouvoir aussi être aidé par une entreprise qui me détachait pour les entraînements, les compétitions. Et voilà un peu comment ça s'est fait mon intégration. Finalement, l'ambition, l'opportunité passaient devant les sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pas d'état d'âme. Ce qui est important, c'est d'avancer, performer. Et là où je suis, c'était une forme de pragmatisme. C'était exactement ça. Après, nous les sportifs, quand on prend la ligne de départ, on sait qu'à l'arrivée, il faut tout faire pour être le premier. On est entraîné pour ça. Ce sont des sacrifices énormes à l'entraînement. À l'issue, il ne faut pas décevoir. Et plus on monte de niveau, et plus il faut satisfaire des personnes. Il y a des contrats, il y a aussi le contrat vestimentaire, mais il peut y avoir le contrat signé. C'est un contrat moral avec tout le monde, en quelque sorte, avec le dirigeant de l'équipe nationale, avec le dirigeant du club qui nous fait confiance. Et après, encore, comme je disais, pour faire la satisfaction première que chaque coureur, je pense, qu'il veut apporter, c'est à son entraîneur.
et à sa propre famille. Donc, Alors, là, mes questions, elle va être très tranchée, mais en fait, c'est peut-être plus nuancé. La course à pied, c'est une histoire de passion ou finalement ça a été une opportunité d'ascenseur social? alors c'est un peu les deux, parce que finalement, quand on la pratique, on devient un peu même fanatique de tout ça. Ça devient même un besoin physique, parce que finalement, plus il y a de souffrance, plus il y a de sacrifices fournis, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre dans les jambes. C'est une préparation. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est préparé, quel que soit le domaine, quel que soit le milieu, mais si on est préparé, il y a plus de chances de réussir quelque chose. Et la course à pied, c'est un peu tout ça. Plus on s'investit, plus on est déterminé, plus on a une chance de réussir. Et bien entendu, après, ça ouvre toutes les portes, comme je le disais, pour pouvoir à chaque fois aller plus haut. Et ça, quand on est sportif, on le comprend très bien. Mais je pense que c'est aussi les reflets de la vie. Aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit dans n'importe quelle pratique, et même dans la vie professionnelle, je me comporte de la même façon. Euh, Sacrifice, on s'investit, on se prépare, on se donne les moyens, on prend la posture qu'il faut, on est stratège, donc il y a une stratégie à adopter pour tout ce qu'on fait dans la vie, et puis finalement on a plus de chances d'aboutir et de réussir parce qu'on s'est justement préparé. Et c'est ça les valeurs du sport, c'est on ne s'improvise pas champion, on ne gagne pas une course sans au préalable s'être préparé. Après, on peut avoir les gènes, on peut avoir peut-être le talent qui est inné avec des prédispositions pour ça, mais après, ça ne s'improvise pas. Ça s'improvise pas. Tony, vous faisiez de la longue distance Oui, en course à pied, oui, 5000, 10 000, oui, cross-country. oui. Il y a du plaisir, il y a de la souffrance. On prend du plaisir dans la souffrance. Comment ça se passe? C'est tout mélangé. En fait, donc cette jouissance, c'est presque naturel, mais ça ne se fait pas sans souffrance. Enfin, ce plaisir, ça ne se fait pas sans souffrance. Ça veut dire que il y a la fatigue qui s'instaure. Il y a peut-être parfois aussi l'ingratitude qu'on court avec une douleur dessus. Il y a des passages difficiles à traverser parce que parfois le mental s'en mêle, et donc on peut être découragé. On peut se dire non, je n'y arriverai jamais. Mais ce qu'il faut retrouver, c'est cette force aussi, que ce soit physique, pour essayer de dire allez, il y a la douleur, mais il va peut-être partir. Je pense que tout coureur de haut niveau, il sait ça. Il sait écouter son organisme et surpasser ces périodes où il y a peut-être un muscle qui donne signe de faiblesse. Mais je pense que le plus dur, c'est aussi le mental. Et j'en parle peut-être au début du livre, quand j'ai raté le départ d'une course, où sans le mental, sans cette détermination, dire qu'est-ce que tu fais, il faut aller, ton cerveau, il te dit peut-être donc de sortir de la course, d'abandonner, et puis il y a une autre partie du cerveau qui va te dire non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, il y a plein de gens qui attendent autre chose de toi, et c'est cette capacité à se remettre en question, et puis de se ressaisir, de se donner un peu des coups de poing sur la tête, en quelque sorte, en disant allez, maintenant on y va, et tu es là pour gagner une course, pour gagner ton championnat, pour te qualifier et pour apporter satisfaction non seulement à toi-même, et donc en retirer une certaine jouissance, mais aussi à tous les autres qui nous regardent, tous les autres qui attendent quelque chose. Parce que dans le sport de haut niveau, on le voit même dans les grandes équipes, et même en équipe de France, quand ils étaient à la finale avec l'Argentine, c'était magique la deuxième mi-temps, on a failli gagner ce mondial, mais c'était aussi cette remise en question. On est en difficulté, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de mental, moral qui ne va pas, mais si on arrive à se remettre en question, à se ressaisir, à penser que c'était quand même une Coupe du Monde à jouer et à gagner, là effectivement, on peut renverser la chose et puis montrer autre chose. Parce que on n'est pas les seuls à s'être investis, à faire des sacrifices, à avoir souffert, mais il y a aussi les autres qui se sont investis, qui ont aussi souffert pour nous ramener au plus haut niveau. Et là, il y a le dirigeant, il y a l'entraîneur, il y a tout le monde, tout le monde, je dis même la famille, il y a la famille qui font des sacrifices. Je le dis dans certains passages du livre, moi j'avais une copine pour laquelle donc, il y avait quelque chose de très fort,
mais il avait négligé sa propre carrière pour se consacrer à la mienne. Parce qu'un sportif de haut niveau, comme un club de haut niveau, ben, il ne s'improvise pas tout seul, il y a tout un staff, toute une équipe derrière, et tout le monde s'investit. Donc c'est normal que à la fin, le sportif lui-même, ou l'élément, le joueur de foot qui est au plus haut niveau, ben, il faut qu'il montre autre chose et qu'il arrive donc à surmonter les difficultés, que ce soit physiques ou morales, pour aller jusqu'au but, jusqu'à la victoire, jusqu'au trophée. Jusqu'au trophée. Et Tony, vous parlez donc finalement de ce caractère qui se forge lorsqu'on fait du sport à très haut niveau, et en particulier dans le vôtre, où il y a quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances, on l'a dit, des sacrifices et des moments difficiles à passer. Est-ce que finalement, c'est une formidable école pour la vie, pour le reste de la vie? Est-ce que ce que vous avez appris là vous a servi finalement tout au long de votre vie? Tout à fait, tout à fait. Moi, quand je suis rentré dans la vie active, j'avais 33 ans. Je ne connaissais pas grand-chose d'une entreprise, même ici à Lille, on a voulu m'aider, mais c'était impossible de concilier apprentissage, vie professionnelle, tout en ayant une carrière au plus haut niveau où, comme vous le dites, il y a des heures et des heures d'entraînement sur la course de demi-fond, voire de fond. Ben, on s'entraîne le matin, on s'entraîne l'après-midi. Parfois, on a tendance même à faire un entraînement quotidien parce qu'il y a un renforcement musculaire à faire. Parfois, il peut y avoir des blessures, donc il faut aller à la piscine. Et pour ne pas solliciter les structures, on court dans l'eau, on fait de l'aquagym. Donc, ça prend des heures et des heures, la jeunesse s'envole. Et donc, les années passent et le sportif, finalement, dans la vie professionnelle, durant la carrière, il n'apprend pas grand-chose. Et moi, je suis rentré, comme je disais, à 33 ans, sans aucun acquis, avec quelques idées de ce qu'était le monde professionnel. Et à un moment donné, quand après je suis rentré, que le sport, voilà, c'était en fin de carrière, et donc du coup je consacrais plus de temps à l'apprentissage, à se construire une stratégie, pour dire finalement le monde du travail, c'est exactement comme le monde du sport. Il faut aller vers le haut. Il faut avoir une force mentale pour dire comment réussir telle et telle émission que l'entreprise vous donne. Il faut satisfaire le chef d'entreprise, le chef d'équipe, enfin, toute la hiérarchie, un peu comme au sport, hein, il y a une hiérarchie. Et on se construit comme ça. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est des sacrifices, encore, hein, c'est exactement la même chose. Parce que si on n'est pas investi, si on n'est pas curieux, si on se auto-forme, si on ne prend pas la posture qu'il faut, on n'avance pas. Et je pense que moi, je me suis servi de ce que j'ai pu acquérir dans le sport pour réussir ma carrière professionnelle, parce qu'à chaque fois, j'ai voulu satisfaire mon responsable, les responsables qui sont plus hauts, le staff, hein, parce qu'une entreprise, c'est comme une équipe de rugby, une équipe de foot, hein, c'est un peu la même chose. Et donc, voilà, j'ai vu ça aussi comme une compétition, comme un succès personnel pour amener un succès d'équipe. Et dans une entreprise, dans un service, on est à plusieurs, hein, à diriger des choses. Et donc, du coup, quand j'ai réussi à ramener l'équipe, on m'a donné des responsabilités. Et moi-même, j'ai essayé de faire que pour chaque chose que j'entreprends dans la vie, ça doit être une victoire, ça doit être un succès. Et je pense que tous les sportifs agissent de la même façon pour pouvoir, dans la continuité, être entre guillemets des petites stars ou des stars plus importantes, parce qu'il y en a qui réussissent encore beaucoup mieux que moi. Et je pense que c'est lié au sport. C'est lié à ce que le sport vraiment apporte, véhicule comme chose positive dans la réussite aussi, dans le monde professionnel. Et je dirais même plus loin, aussi dans le monde personnel. Construire une réussite dans une famille, ça peut être lié aussi dans la vie sociale avec ses amis. C'est ce qui apporte, ce qui véhicule le sport. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre palmarès sportif? Oui, alors c'est vrai que, et ça je le dis aussi dans le livre, j'ai jamais été champion olympique, hein. On a plein en France qui l'ont été, qui ont aussi raconté leur histoire. Moi, c'est plutôt une histoire humaine, mais c'est une carrière qui n'est pas forcément au plus haut niveau comme on peut l'imaginer. J'ai été 2 fois champion de France. Pour moi, c'était de belles performances, hein, surtout venant d'ailleurs. J'avais été champion d'Italie dans des catégories précédentes.
Et puis j'ai été en équipe de France à plusieurs reprises. Je me suis retrouvé avec l'équipe de France à Boston, être vice-champion du monde par équipe derrière le Kenya. C'était une très belle référence. On en avait beaucoup parlé sur les journaux à cette époque-là. Et puis j'ai fait des performances que pour l'époque, donc ils étaient d'un niveau olympique. J'avais fait les minima olympiques, je le dis aussi dans le livre, à Flashback. Donc il y a quelques compétitions où il est raconté. Donc on parle aussi de ces minima, de ce ticket qui me permettait d'aller à Séoul. Et voilà, j'étais à ce niveau-là. J'ai fait une belle carrière. Moi, je le faisais, comme je disais, parce que il fallait un peu renvoyer l'ascenseur à mon entraîneur. Lui, on était satisfait de cette belle performance. Et puis surtout, c'était la promesse que j'avais faite à mon père le jour où je quittais la Sicile, dans le bateau. J'ai toujours cette image, il pleurait. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Denis, dans ce livre, on parle de sport, on parle de vous, on parle de votre histoire, Oui. mais on parle des valeurs du sport finalement, puisque c'est un peu le fil conducteur, et ça a été un élément important dans votre construction Oui. d'homme. On est dans une année olympique, les Jeux de Paris en 2024. Il y a la charte olympique, donc la question de la valeur du sport, ce que le sport apporte à l'humanité, hein, pour parler Oui. de grandes choses. Est-ce que vous avez le sentiment, et est-ce que vous avez la volonté, que finalement votre livre, ça soit une contribution à ça auprès des jeunes? On voit un peu cette société un peu fracturée, un peu... c'est un enseignement important pour les jeunes. Oui, moi c'est un peu petit à petit, au fur et à mesure que les chapitres évoluaient, moi je me disais, voilà, par rapport, c'est vrai, à ce qu'on observe, c'est une année olympique, plein d'enfants rêvent de ça. Et donc, plein d'enfants peut-être peuvent avoir une direction dans leur vie qui est peut-être celle de devenir un athlète de haut niveau et de progresser dans la vie, dans la juste voie. Et malheureusement, on le voit très bien avec ce que se passe, tellement de personnes qui font des mauvaises rencontres et qui ne prennent pas forcément les directions qu'il fallait. Certains se retrouvent dans le chemin de la délinquance. Il y a aussi, dans le récit que j'ai fait, aussi l'intégration qui est facilitée par le sport. Ça a été mon cas, et aujourd'hui, l'intégration, c'est dans tout ce qu'on voit par rapport aux migrants. Aujourd'hui, c'est aussi d'actualité. Toutes ces personnes qui se tuent pour venir et qui prennent des risques, des risques énormes, hein, quand ils traversent la Méditerranée pour pouvoir aller chercher le rêve, une meilleure vie. Sont de véritables sportifs. Ce sont des personnes qui, quelque part, ils n'ont plus rien à perdre. Ce qu'ils cherchent, c'est à les réussir, là où on leur donne la possibilité. Mais quand ils arrivent, on a quelques exemples de sportifs qui viennent de l'issue de pays pauvres et qui sont immigrés, qui ont pris des risques considérés pour pouvoir arriver soit en France, soit en Angleterre, etc. Mais après, c'est le sport qui les a fait intégrer plus vite. Et on a plein des exemples comme ça. Moi, c'est vrai que c'était dans les années 80, c'était pas le même contexte d'aujourd'hui, mais ça reste encore d'actualité. Peut-être que ce livre, ça peut apporter à d'autres pour dire, voilà, faites confiance à ces personnes-là. Ce sont des êtres humains, et peut-être le fait qu'ils sont insérés dans un club, qu'ils sont insérés dans un milieu peut-être de la course à pied, pourquoi pas, ils vont exprimer des choses parce que ce sont des combattants. On le sait, sinon ils n'auraient pas fait ça. Ceux qui sont faibles, ils restent au pays et peut-être resteront faibles toute leur vie parce qu'on ne leur offre pas d'avenir. Mais ceux qui viennent ici, pour moi ce sont des personnes qui ont du caractère. Et s'ils ont du caractère, ils ont plus de possibilités pour réussir dans la vie.